bouton. Je vais m'excuser parce que je ne trouvais pas le bouton, mais ça y est. Les autres excuses, j'attendrai peut-être un peu. Madame la vice-présidente et Monsieur le Président, merci pour cette présentation. Alors, c'est vrai que c'est une situation cocasse, car nous sommes en train de discuter d'un rapport d'orientation budgétaire qui se base en effet sur aucune loi de finances pour 2025. La dissolution a mené à une assemblée qui est ingouvernable. La situation financière du pays a été cachée par le président de la République et son ancien gouvernement, et certains accusant même les collectivités d'être responsables de la faillite de l'État et de son déficit. Si la loi de finances pour le budget 2025 ressemble à celle qui était prévue par Michel Barnier, votre ami, Monsieur le Président, ce serait très dommageable pour les départements et pour le Finistère. Vous le savez, nous sommes la collectivité dont la mission principale est la solidarité. Et quand l'État ponctionne nos moyens, c'est un coup de canif qu'il donne à la solidarité. Car au-delà des ponctions projetées, il y a aussi les difficultés économiques de notre pays, qui ont des conséquences directes pour les finances de nos départements, ce qu'évoquait Kevin Faure ce matin. Les impôts directs locaux ne représentent quasi plus rien pour notre collectivité. Ceci signifie que nous n'avons aucune marge de manœuvre sur nos recettes de fonctionnement, qui dépendent donc presque totalement du bon vouloir du gouvernement. Nos recettes sont indexées aux ressources de la TVA, aux droits de mutation à titre onéreux, qu'on évoquait tout à l'heure, et la taxe sur les contrats d'assurance. Ces trois impôts représentent plus de 50% de nos recettes de fonctionnement, 521 millions d'euros sur ce que vous projetez en 2025. Et donc, quand la société va mal, la précarité, le chômage, le nombre de bénéficiaires du RSA augmente, mais les rentrées de TVA diminuent, donc nos recettes diminuent, alors que nos dépenses de solidarité vont exploser. C'est kafkaïen. Voilà une réforme libérale encore non réfléchie. Alors, autre crainte pour l'élaboration du budget, vous vous basez sur les estimations de recettes de TVA de Bercy. Et on sait que Bercy, ces derniers mois, se sont pas mal trompés. Se sont trompés sur les finances de notre pays, avec un déficit qui a explosé sur l'année 2024. Ils se sont trompés aussi sur ce qu'ils avaient annoncé au département sur les montants de TVA transférés, passant de 209 millions d'euros prévus au budget prévisionnel 2024 à 200 millions dans les projections que vous nous faites sur le compte administratif anticipé de 2024. Autre crainte, le montant de DMTO que vous évoquiez aussi tout à l'heure, que vous prévoyez pour 2025, alors sûrement sur les bons conseils de prudence que nous vous avions fait l'année dernière au budget prévisionnel 2024, puisque vous avez dû renier par 2 fois ce montant de DMTO. Vous les prévoyez cette fois-ci stables à 140 millions d'euros, mais à un niveau toujours bien élevé, toujours plus élevé que ce que l'on connaissait par les années passées. Sur la dette, vous ne pouvez pas vous empêcher, et j'ai remarqué aussi dans le DOB et puis dans le discours de Madame la vice-présidente, des phrases exprès pour faire réagir. Alors j'allais dire continuer parce que ça marche, ça me fait réagir. À chaque fois, nous le révélerons, ces petites insertions exprès pour nous titiller, pour rétablir entre autres la vérité. Et j'ai remarqué aussi que dans le discours de Madame la vice-présidente, il y avait beaucoup d'autosatisfaction. Je me suis demandé si vous aviez acheté, ça fait peut-être partie des économies possibles, Monsieur le Président, le dictionnaire des synonymes, mais j'ai relevé l'action volontariste, on est très satisfait, on est très rigoureux, c'est du sérieux, on a de l'offensive, on a de la fierté, enfin bref, vous relirez le discours qui nous a été fait. Au lieu de se féliciter de la bonne situation financière que vous avez trouvée en 2021, qui vous permet de faire des marges de manœuvre, le département se désendetter, vous trouvez bien entendu que c'est parce qu'il y avait un sous-investissement par le passé. Et j'allais dire gare en 2025 aux mauvaises surprises aussi de cette situation politique chaotique, de cette situation politique internationale très imprévisible, avec le retour outre-Atlantique d'un Donald Trump tout-puissant, prêt à
à annexer ses voisins, à s'attaquer à l'économie européenne. Bref, la situation économique pourrait bien se tendre. Le marché de l'immobilier est toujours au point mort, qui va entraîner nos DMTO peut-être à chuter encore drastiquement. Et voilà les incertitudes que l'on va vivre au cours de cette année 2025, même si on peut souhaiter une bonne année et quelque chose d'assez florissant, on l'espère tous pour 2025 et qu'on ne tombera pas dans ces travers de guerre économique. Votre majorité a bénéficié donc jusque-là de cette double manne, je l'ai déjà dit et je le redis, des fortes DMTO et de cette situation financière dont vous avez hérité à votre arrivée. Et je vais rebondir un peu sur les tableaux que vous nous avez présentés, qui sont toujours les mêmes, mais la répétition fait partie sûrement de toute communication, ou du moins il faut marteler les choses pour que ça rentre et que vous vouliez faire croire que c'est efficace. Donc il y a toujours un listing que vous nous présentez qui est toujours un peu le même, mais si nous avions été encore aux affaires, sûrement qu'on aurait été chercher aussi des subventions pour les projets que l'on mène, sûrement que les économies auraient été faites. Du coup, avec cette belle marge de manœuvre, vous avez pu décider de mettre en place des nouvelles politiques, portées parfois sur une communication un peu personnelle, je parle du Vendée Globe par exemple, des fois un peu plus électoraliste, au profit de certaines associations. On a parlé aussi de l'aide aux chasseurs, par exemple. Cette situation financière ne vous a malheureusement pas empêché de baisser, voire de supprimer dans le même temps des soutiens à des structures essentielles pour le quotidien des Finistériens. Autre interrogation, le budget de fonctionnement prévu pour 2025 n'est en progression que d'une dizaine de millions d'euros, bien en deçà de l'inflation prévue. Madame la vice-présidente l'a d'ailleurs mis en avant lors de la présentation des diapos que l'on vient de découvrir et qui, des fois, sont passés extrêmement vite. On n'a pas eu le temps d'aller bien regarder ce que vous nous présentiez. Mais bien en deçà donc, de l'inflation prévue, et bâtir un budget prévisionnel avec une prévision si basse que la progression des dépenses de fonctionnement est-il vraiment sincère? Jamais depuis ces dernières années, et si on reprend le graphique que vous avez projeté, on voit que ça n'a jamais été le cas. L'inflation des dépenses a été toujours supérieure à l'inflation constatée dans notre pays. Pour les investissements, mon collègue Bernard Pelter reviendra sur vos données et vous énoncez des niveaux d'investissement en baisse par rapport à 2024, à 125 à 130 millions d'euros. D'ailleurs, je note, en 2024, vous aviez inscrit 144 millions d'euros, pour au final finir à 130 millions d'euros au compte administratif anticipé. Donc j'avais quand même un peu raison, donc je ne vais pas m'excuser tout de suite, Madame la vice-présidente. Vous indiquez renforcer les investissements, mais en diminuant le montant global des investissements. Dans le rapport d'orientation budgétaire, il y a marqué investir, encore plus investir, faire des investissements supplémentaires, mais ils sont en recul dans votre prévision budgétaire. Il faudra nous expliquer, du moins au budget prévisionnel, comment vous allez faire. Est-ce que cette diminution en 2025 est due au fait que des grands projets initiés par la précédente majorité sont terminés en 2024 et qui ont pu gonfler les investissements? C'est par exemple le centre de formation du SDIS, le collège de Landerneau. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un peu souri et j'ai envoyé d'ailleurs l'info à mon collègue de La Roche-Maurice parce que dans le ROB, il y a marqué à deux endroits, la page 17 et la page 43, que c'est le collège de La Roche-Maurice. Et donc, il y a même une phrase qui tend à te dire qu'on va faire une liaison cyclable entre Quimper-Pluguffon et le collège de La Roche-Maurice. Mais c'est sûrement une erreur d'écriture. Vous n'allez pas faire un nouveau collège, je pense, Monsieur le Président. Vous dites poursuivre une assistance technique aux acteurs de la randonnée. Et là, je m'inquiète parce qu'en tant que maire, la politique de randonnée, qui est pourtant une compétence obligatoire des départements, est au point mort en 2024. Vous avez incité les communes à remplir des dossiers d'appel à la randonnée avant d'écrire au maire à la rentrée
qu'au vu des difficultés financières, je cite, « le département se voit contraint de prioriser ses interventions à court terme et les décisions sont mises en attente, le temps de disposer d'une plus grande visibilité. » Alors j'allais demander, est-ce que vous avez une plus grande visibilité? Est-ce que des décisions vont être prises sur ce soutien? Ou est-ce que ce soutien, qui est pourtant ancien, va disparaître et mettant à mal le développement de la randonnée dans le Finistère? Ce sont des dossiers lourds, longs, fastidieux à monter dans les communes, qui prennent des fois plusieurs années. Et pour être dans le classement PDIPR, les communes jouent le jeu des aménagements de qualité, donc beaucoup plus coûteux. Et si ceux-ci ne sont plus accompagnés, ça mettra un grand coup d'arrêt au développement de la randonnée dans notre département. Pour le reste du DOB, mes collègues poseront des questions, proposeront des mesures pour le budget à venir. Et sur les équilibres financiers, nous en reparlerons avec grand plaisir en mars prochain lors de votre présentation du budget primitif, avec, nous l'espérons tous, une vision plus stabilisée du sort que l'État réservera aux départements et aux communes de France et du Finistère. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, merci de me donner la parole. Dans le cadre de ce débat d'orientation, je partage bien sûr globalement, du moins, les interrogations et les inquiétudes formulées de chaque côté de cette salle, et je n'y reviens pas. Je souhaite cependant revenir sur un point évoqué par mon collègue Julien Poupon à l'instant, et ayant fait l'objet d'un petit échange en intercommission lundi, maintes fois évoqué par ailleurs, mais qui, à mon avis, ne reçoit toujours pas de votre part l'attention qu'il mérite. Et c'est un peu en réponse à une intervention de ma part lundi dernier que Gilles Monnier incitait à rompre avec le passé et à se tourner vers l'avenir. Mon cher Gilles, le vice-doyen que je suis ne peut que te remercier de ces encouragements. Mais le point que je souhaite évoquer est en effet lié au principe de sincérité qui demande à ce que les comptes publics, nos comptes, soient réguliers, fidèles à la réalité et donnent une image sincère de la situation financière. Cela garantit la transparence et permet aux citoyens, aux élus, aux organismes de contrôle d'avoir une vision claire des finances des collectivités concernées. J'ai une pensée pour la Cour des comptes. Une image sincère, c'est là où j'ai comme un doute. La présentation qui est faite au chapitre niveau d'investissement, par exemple, des pages 16, 17 et 18 du document que nous avons tous, me paraît biaisée et manque à mon sens, et je dis le mot, manque à mon sens de rigueur morale. Permettez-moi donc de préciser mes observations et mon désaccord sur la présentation et les commentaires associés à ce chapitre. Elle souffre, selon moi, d'une lacune majeure. En effet, dans le graphique figurant à la page 17, les données financières sont exclusivement présentées en valeur nominale, en valeur brute, sans aucune référence à des valeurs constantes, et ce, alors même que les comparaisons portent sur une période de 10 ans. Et de ce fait, le phénomène d'inflation est totalement escamoté. À tout le moins, il aurait été plus honnête de préciser dans ce cas que les chiffres sont exprimés justement en valeur nominale sans tenir compte de l'érosion monétaire. Les valeurs nominales brutes hors inflation ne reflètent pas la véritable évolution des dépenses ou des investissements. Elles se limitent à rapporter des montants bruts tels qu'on les présente chaque année, tels que ça figure dans tous nos dossiers, financiers. À l'inverse, les valeurs constantes offrent ainsi une vision objective et réelle de la progression, ou de la régression d'ailleurs, des montants engagés. Un ménage qui dépense en alimentaire 500 € par mois en 2015 et 1 000 € en 2025 ne double pas pour autant son budget dédié. J'ai fait le calcul en intégrant l'inflation. Pour doubler la mise, il lui faudrait injecter 1 222 € dans son budget.
soit une valeur brute majorée de 22%. C'est pas rien, d'où l'importance d'ailleurs d'indexer salaire et pension. Pour illustrer mes propos, j'ai recalculé les données en valeur constante, comme vous pourrez le constater dans un second tableau, j'en ai ici, j'en ai 3, dans un second tableau que je vais commenter. Mais avant cela, permettez-moi de revenir sur votre tableau de la page 17, je l'ai refait. Il apparaît à l'écran, mais bon, sera pas tellement visible. Je vais le mettre là, plus en avant. Tout le monde sait ce qu'il y a en dessous. Voilà. Tombez pas, Bernard, tombez pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trébucher. On fera parvenir tout ça. Donc, là-dedans, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? C'est votre tableau. Hein. J'ai mis en rouge, tout simplement, ceux qui nous concernent, en bleu, ceux qui vous concernent. En rouge, c'est ce qu'il y a depuis 2015 jusqu'à 2017, et les 4 années, je veux dire, qui vous concernent ici. Sur votre présentation, vous avez fait une ligne ici moyenne, une moyenne, je veux dire, de tout cela. Vous avez calculé, et il apparaît tout simplement qu'il y a eu une dépense de 105 millions annuels au niveau de l'investissement. Ici, vous avez mis il y a les courbes et les graphiques qui vous correspondent. Vous n'avez pas mis, dans votre grande bonté, le chiffre qui vous concerne. Je le mets ici, je l'ai vu, 123 millions moyens sur les 4 années qui vous concernent. 105 d'un côté, 103 de l'autre. 123 de l'autre, pardon, la conclusion saute aux yeux. La puissance du graphique me parle d'elle-même. La majorité actuelle fait bien mieux que la précédente. Elle l'écrase même. La pilée. Pensez donc, 123 millions contre 103, plus 17%. Félicitations donc à vous, chers collègues. Vive vous pour votre maîtrise des chiffres et de la gestion, votre maîtrise apparente des chiffres. Maîtrise, mais apparente. Car il y a un mais, bien sûr, vous l'avez déjà tous compris. Les chiffres sont en valeur nominale. Observons maintenant ce qui est en valeur constante. J'ai mon deuxième tableau là-dessus. Voilà. Ça ne nous étonnera pas qu'il est un peu différent. Et pour cela, j'ai fait des calculs et j'ai pris une année de référence, c'est comme ça que l'on fait, j'ai pris l'année 2024 en référence, en m'appuyant sur les données publiées par franceinflation.com, je le cite auquel cas où vous voudriez revenir et vous mettre à jour pour la prochaine fois. Et là, surprise, surprise, c'est l'ancienne majorité qui, sur la période, toujours les mêmes années, sur la période concernée, c'est l'ancienne majorité qui devance la majorité actuelle. À de peu, certes, mais elle fait quand même mieux, avec un écart annuel de 854 000 € moyens en sa faveur. Voilà, je l'ai noté, j'ai arrondi. 122 millions annuels pour nous pour toutes ces années, 121 millions pour vous, 854 000 € d'écart. Je tiens à disposition. Hein. Ces chiffres véritables révèlent donc une réalité bien différente que des exposés rapides et relativement orientés, je le dis, masquent trop souvent. Alors, au vive vous de tout à l'heure, je peux lancer en toute honnêteté un vive nous. Pour finir, je souhaite, voilà, j'ai le troisième, je ne vais pas insister. Si. C'est le tableau de synthèse qui reprend les données là-dessus. Peut-être pour les journalistes, c'est peut-être celui-là sera plus facile plutôt que d'avoir à mettre deux
tableau avec un seul, vous avez tout, 2 en 1, ça prendra moins de place. Et pour finir, je souhaite également tempérer certaines affirmations erronées figurant dans les commentaires des pages concernées. Je l'ai dit, je le répète, c'est toujours ces commentaires-là qui viennent me houspiller et qui m'incitent à aller plus avant dans l'examen de tout cela. Des commentaires qui, comme d'hab, enfoncent le clou dans une toujours même direction. Vous écrivez, par exemple, là-dedans, pour 2024, les prévisions se situent autour de 130 millions d'euros, ce qui constitue un niveau historiquement élevé. Eh bien non, c'est faux. Les 123 millions de 2015 valent en fait 147 millions de 2024. 130, 147. On est bien dans les prévisions au niveau des investissements. Hein. Entre 2015 et 2021, je l'ai dit, le financement moyen était de 205 millions et vous écrivez un sous-investissement ayant causé le vieillissement des équipements. On connaît la rengaine. Ben, c'est encore faux. Comme je l'ai montré, c'est 122 contre 121. Toutes choses étant égales par ailleurs, hein, les périmètres qui évoluent, les répartitions des efforts dans différents domaines, tout en restant dans... Voilà. Enfin, l'objectif budgétaire 2025 annoncé entre 125 et 130 millions d'euros reste inférieur en euros constants au niveau atteint en 2015, 2016 et 2007, qui sont en valeur 2024 de 147, 138 et 138. On parle de 130 d'un côté, 147, 138, 138. Si les graphiques pêchent par omission de précision, les commentaires fallacieux se suivent d'année en année dans un rythme inflationniste. Et ces embrouillamini n'ont rien de mini. Et souligne l'importance majeure de présenter les chiffres budgétaires de manière claire, rigoureuse et équilibrée, en valeur nominale comme en valeur constante, pour garantir des analyses fiables et des débats transparents. Et là, chers collègues, il ne s'agit pas d'un simple détail technique, mais d'un enjeu essentiel pour une lecture honnête et éclairée de nos finances publiques. Je vous invite donc pour le budget prochain à rompre avec ces présentations tendancieuses et à user de précautions de langage en intégrant autant que faire se peut les données en valeur constante. Cela contribuerait certainement à apaiser les débats. Ce sera mon vœu de ce début d'année. Je vous remercie. Vous voulez bien, mes chers collègues? Oui, vous avez... Pour finir l'échange. Vous avez une façon très prolixe, Monsieur le Président, de répondre à une question que vous n'avez pas du tout compris. Apparemment, la présentation que vous faites là, qui a été faite par la vice-présidente, je l'ai faite pendant 40 ans. J'étais vice-présidente aux finances à Quimperlé Communauté. Je faisais de même, on faisait de même, mais c'est vrai que tout le monde fait cela. Mais je crois qu'il y a, et on le faisait davantage, moi j'évoquais toujours quand même, précaution de langage, je disais, attention, là il n'y a pas de prise en compte de l'inflation dans les chiffres qui sont présentés. Donc je le notais. Nous étions aussi dans une assemblée où le mandat d'avant, les mandats d'avant, il n'y avait pas d'opposition, donc il n'y avait pas lieu, je veux dire, d'opposer telle ou telle version. Ce que je critique, moi, ici, là-dedans, c'est que vous employez des arguments qui sont faux. Non, n'allez pas chercher des explications par ailleurs. Ce que vous dites parfois, c'est faux. Ce que je dis, moi, c'est la réalité effective. C'est conseillé. C'est dommage que la Cour des comptes, qu'un peu tout le monde maintenant, à l'heure où on a tout ce qu'il faut pour avoir des données prises des deux façons, je veux dire, on devrait imposer pratiquement la présentation. Dès qu'il y a une comparaison qui est faite, il est bon d'intégrer, je veux dire, il est bon, il serait normal, il serait juste et plus parlant d'intégrer
cette notion d'inflation. Alors après, je l'avais dit, il y a des périmètres différents, il y a des options différentes qui sont choisies, il y a tout cela. Moi, je parlais de l'enveloppe globale, hein, et non pas de la répartition à l'intérieur. Ça aille au vélo, ou au bâtiment, au patrimoine, au collège ou aux routes, etc. Après, des choix ont été faits. C'est vrai qu'il y a des creux, il y a des trous, je veux dire, là, dans les années 2000, je sais plus, 2016, etc. Bon, on sait, je ne vais pas revenir, moi, sur le pacte de Cahors, sur le désendettement, sur des choses comme ça. Le désendettement, je veux dire, vous en bénéficiez, mais je crois qu'il est dû pour une bonne part, je veux dire, aussi à l'équipe précédente. On pourrait en discuter comme cela, mais je ne vois pas pourquoi vous vous opposez fermement, je veux dire, à cette façon de dire. Quand je dis, moi, je ne demande pas beaucoup, je dis prendre des précautions d'usage, enlever ces accusations-là qui sont désobligeantes et récurrentes. C'est cela que je ne supporte pas pour ma part. Voilà, donc j'espère que vous reverrez, je vais vous adresser là aussi, je prendrai peut-être, je peux venir vous conseiller également là-dessus pour la compréhension de ces tableaux et peut-être qu'à la lumière de tout cela, eh bien, on verra quelque chose d'un peu différent dans les temps prochains. Non, mais c'est intéressant ces débats. Il faudrait qu'on en ait plus souvent peut-être. Non, juste 2-3 choses. Je ne vais pas être très très long. Juste pour revenir sur le fait que vous aviez parlé de l'investissement dans les années 2020-2021. Il y avait le Covid. Il y a eu aussi des élections qui ont été décalées dans le temps, ce qui fait que les investissements sont peut-être un peu moins sortis. Et c'est vrai dans la plupart des autres départements aussi. Donc là, on va se mettre d'accord peut-être là-dessus. Si la dette est élevée, moi je veux bien qu'on fasse l'inflation, si la dette était élevée dans le temps, sous les mandats précédents, ça veut dire qu'on investissait beaucoup. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas emprunter de l'argent pour le fonctionnement. Donc c'est qu'il y a eu des investissements qui ont été faits dans ce département. Je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue Jean-Marc Puchois. Moi, je n'avais pas d'agressivité dans ce que j'ai dit sur la randonnée. Bien entendu, je trouve que c'est très bien. Et d'ailleurs, Jean-Marc l'a évoqué, on est un département où il y a un maillage de randonnée qui est extraordinairement élevé par rapport aux autres départements, ce qui prouve bien que les équipes précédentes ont investi massivement sur cette thématique-là, et qu'elle a été développée. Par contre, moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que justement, on prenne du retard. Vous dites, le département du Finistère a sous-investi dans les pistes cyclables. Moi, je veux bien, mais moi, je suis élu depuis plus de 20 ans. Les pistes cyclables, les aménagements cyclables, dans les communes, on n'en parlait jamais. Il y a peut-être 6-7 ans, on a commencé à en parler un peu plus, et depuis les dernières élections municipales, on a mis ça en avant. Donc je veux bien dire qu'on investit plus aujourd'hui sur les liaisons cyclables, c'est vrai, et tant mieux, et moi je suis d'accord avec ça, mais il y avait des projets qui étaient dans les cartons. Ce qui est sorti au niveau départemental, c'est très bien. Souvent, c'était des projets qui étaient déjà dans les cartons et qui ont une réalisation, et on aura d'autres demain, et tant mieux. Mais dans ce cas-là, on peut dire aussi il y a eu un sous-investissement sous Pierre Maille et puis sous Charles Miossec du développement de la fibre. Mais ça n'existait pas, on n'en parlait pas à l'époque. Donc, bien sûr, donc on peut regarder toujours l'histoire, la situation actuelle et la situation passée, mais il faut se remettre aussi dans les situations de l'époque, dans le contexte de l'époque. Donc, moi, ma crainte sur la randonnée, je vais revenir là-dessus, et c'est très bien, j'en ai bénéficié pour ma commune de l'aide au déblaiement des chemins de randonnée qui pouvaient être obstrués. Par contre, ça va être un frein pour le développement de la randonnée dans notre département. Monsieur le Président, vous dites que ça coûte que quelques dizaines de millions d'euros. Moi, je dis chiche, au budget primitif, remettez les aides à la randonnée pour les communes, et nous serons très contents, on ne prendra pas de retard, on développera dans des endroits qui ont un peu de manque de randonnée, qui est un facteur d'attractivité aussi pour notre territoire touristique, mais remettons ça en place, et puis il y a peut-être d'autres aides que vous avez mis en place qui ne sont pas dans les compétences du département. Je le répète, la randonnée, c'est une compétence obligatoire du département. Enlevons ça, et puis mettons un peu plus d'argent sur la randonnée. Non, mais... Si, mais allez-y, c'est quoi le projet? Ça intéressera tout le monde. Au précédent mandat, moi j'étais vice-président au tourisme à l'Agglo de Landerneau d'Aoulas. On a initié des chemins de randonnée sur l'ensemble de l'agglomération. Ça prend des années à sortir. Vous savez, il faut faire des conventions de passage, etc.
Donc on a tous des projets dans les cartons, et il y a d'autres maires ici, sûrement autour de la table, qui en ont. On a plusieurs chemins de randonnée. Moi, j'ai un chemin de 14 km. Alors d'ailleurs, tiens, je vous enverrai la photo, parce qu'aujourd'hui, tous les parents qui amènent leurs enfants à l'école maternelle de Saint-Urbain, ils passent devant un panneau chemin de randonnée. J'ai apposé le petit sigle du département en me disant, tiens, on va être financé, donc on va déjà l'apposer. Je vais le faire retirer, Monsieur le Président. Mais je vous l'enverrai parce que c'est vrai, je vais la rechercher. Oui, derrière le cadre financier de nos orientations budgétaires, de notre débat d'orientation budgétaire, il y a bien évidemment des réponses à donner aux besoins sociaux de la société, aux besoins de nos concitoyens. Je pense par exemple à la situation des EHPAD, où on a 80 à 90% des EHPAD qui sont en situation de déficit. Les structures médico-sociales aussi, dont certaines sont en grosse difficulté. La petite enfance aussi, où il y a des besoins qui sont insuffisamment satisfaits. Des compétences que l'État nous a transférées dans le cadre d'une décentralisation qui est peut-être une fausse décentralisation. Parce que si on veut résumer un petit peu les débats qu'on a là depuis 1 heure, on est face à un budget d'à peu près 1 milliard d'euros qui présente quand même cette curiosité que nous n'avons aucune maîtrise réelle sur nos recettes, sur nos ressources. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent la possibilité de faire varier le taux départemental de la taxe sur le foncier bâti. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, nous n'avons plus de maîtrise des taux de nos impôts et donc nous sommes complètement dépendants à 100% du bon vouloir de l'État sur nos ressources ou de la conjoncture économique. Sachant qu'en 2005, il y a quand même eu transfert de la charge du versement du RSA avec des ressources qui n'ont pas été compensées sur la durée. Puisque la fausse décentralisation, c'est quand l'État transfère des compétences, des charges, pour qu'elles soient gérées au niveau local, et elles peuvent être bien gérées au niveau local, à condition évidemment d'avoir des ressources qui correspondent et qui sont garanties sur la durée. Or, depuis les grandes lois de la décentralisation 82, mais surtout avec le virage néolibéral, l'État a tendance à supprimer l'autonomie des communes, des collectivités locales en termes de fiscalité et à transférer des charges sans transférer les ressources derrière. La conséquence, évidemment, c'est souvent une réduction de la protection sociale et des services publics, mais c'est bien commode pour l'État, puisque à Bercy, on peut se dire que la colère des administrés, la colère des concitoyens, elle va s'exercer sur les élus locaux, qui seront en difficulté pour compenser le déficit des EHPAD, pour offrir des services de petite enfance de qualité, ou pour soutenir les structures médico-sociales. Donc le débat sur le girondin jacobin, je pense que ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. D'ailleurs, n'oublions pas que le club des Jacobins, c'était le club breton, et c'est bien les Jacobins qui ont créé les départements pendant la Révolution française. C'est les Jacobins qui ont créé des communes librement administrées. Donc je pense que c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est celui des ressources qui sont dévolues au financement des services publics qui doivent être garantis de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire et des ressources qui sont dévolues à la protection sociale. Et là, franchement, le compte n'y est pas.